débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédot. Soyez les bienvenus sur l'antenne de Sud Radio 0826 300 300 pour débattre, pour discuter, pour ferrailler. Tiens, vous avez également le site sudradio.fr et vous avez également bien entendu l'application ainsi que les réseaux sociaux. T-shirt polémique dans le Gard. Si vous n'avez pas entendu ce que je disais tout à l'heure dans l'introduction, vous allez pouvoir halluciner. Une jeune femme lors d'un rassemblement de fête, plusieurs hommes portaient ce t-shirt. Une femme, c'est un peu comme une prise Jack. Si tu l'enfonces correctement, t'as le son qui va avec. Alors ça pourrait être considéré certes comme de la grivoiserie, peut-être même comme de la beaufrie. Oui, sauf que c'est allé plus loin parce que sous l'appel de certaines associations, eh bien, il y a eu une interpellation, en tout cas une enquête du parquet au point de provoquer donc ce communiqué de la part de la procureure de Nîmes où elle explique qu'elle a saisi la commandante de la compagnie de gendarmerie afin qu'une enquête soit diligentée pour chef d'injure publique en raison du sexe. C'est quand même une infraction qui est passible d'une peine d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. C'est même monté jusqu'à des réactions politiques. Le sénateur du Gard qui a trouvé ce t-shirt inadmissible et qui ne comprend pas le silence des autres politiques. On va se poser la question franchement, est-ce qu'on a encore le droit d'être beauf en France sans que cela soit condamné par la justice? 0826 300 300. On va également parler des retraites. Tiens, il y a un petit organisme qui a fourni une note il y a quelques heures et qui nous explique que la proportion de personnes, de nos seniors, les fameux 60-64 ans, en activité n'a jamais été aussi élevée depuis un demi-siècle en France. Vous savez pourquoi? Grâce à la fameuse réforme des retraites qu'on adore tant contester. Le simple sujet, c'est que si vous voulez, quand on dit un taux important, c'est 44%. On n'est pas non plus sur un grand succès, notamment quand on voit que ailleurs, en Europe, c'est 70, 75, pour pas dire 80%, et on est encore loin. La question, quand on voit que visiblement, c'est les seniors qui ont du mal à continuer à travailler dans ce pays, elle est simple. Est-ce que nos seniors sont les nouveaux flemmards? 0826 300 300. Mais pour le moment, 10h33, notre premier sujet du jour. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédot. Un sujet qui fait énormément réagir la classe politique française depuis quelques heures maintenant, mais la classe également politique européenne, au premier rang desquelles l'Italie, Giorgia Meloni, outrée par ce qu'elle voit, et ce qu'elle voit, ça se passe du côté de l'Espagne, de plusieurs milliers de migrants qui ont forcé la frontière, qui ont débarqué avec la complicité, disons-le comme ça, du gouvernement espagnol. Giorgia Meloni qui estime qu'elle va prendre toutes les mesures nécessaires, elle propose même de fermer ou de sortir l'Espagne de l'espace Schengen. Évidemment, en France, il y a eu plusieurs réactions. On parle de Éric Ciotti, par exemple, qui parle de submersion migratoire. On a également Marine Le Pen et Jordan Bardella. Marine Le Pen qui dit face aux entrées massives et coordonnées de migrants en Espagne, encouragées par le gouvernement espagnol, la France doit sans délai renforcer les contrôles à ses frontières. Et en 2027, dit-elle, nous stopperons cela. Sarah Knafo, qui elle aussi, l'Espagne hors de Schengen immédiatement. C'est la première solution d'urgence. Laurent Nunez, qui est visiblement sur le front de toutes les crises en ce moment, j'aimerais pas être à sa place, explique qu'il y a déjà un contrôle à la frontière franco-espagnole. Il existe d'ailleurs un contrôle qui a été renforcé et il assure qu'on prendra, nous, la France, des mesures nécessaires si la situation devait être beaucoup plus inquiétante dans les prochaines heures. La question, elle est simple ce matin au 0826 300 300. Quand on voit ces milliers de migrants qui passent la frontière espagnole, vous savez ce que ça veut dire? Ils sont sur le sol européen, donc dans l'espace Schengen, donc ils peuvent circuler librement. Est-ce une invasion migratoire, comme certains le craignent? 0826 300 300. Amaury Brelet. Bah évidemment que c'est une invasion migratoire et ce ne sont pas au moins 1500 migrants qui ont déferlé à Ceuta, comme l'ont répété l'AFP et des médias et quasiment tous les médias français hier. Mais les chiffres sont tombés dans la nuit du ministère de l'Intérieur espagnol. C'est près de 49 000 migrants sont arrivés, ont débarqué à Ceuta ces derniers jours. La population locale a doublé. C'est évidemment le chaos. D'ailleurs, les images qui ont été diffusées par la presse française, là aussi, ne disent rien ou si peu de la réalité sur le terrain. Il suffit d'aller sur les réseaux sociaux pour voir des hordes de milliers de migrants déferler sur ces enclaves espagnoles de Ceuta, mais aussi de Melilla. Donc le record de 2021 qui avait vu 10 000 personnes arriver en 2 jours est largement battu. C'est de pire en pire, c'est le chaos. La Guardia Civile a été déployée. On a vu aussi dans des vidéos des locaux, des Espagnols habitant ces enclaves agressés, s'en prendre à des migrants. Donc évidemment que le gouvernement espagnol est totalement débordé. Il est en grande partie responsable, puisqu'il mène depuis qu'il est au pouvoir une politique totalement pro-immigration. C'est lui déjà qui veut régularisation massive. C'est lui qui veut régulariser au moins 500 000 clandestins dans les prochaines années. Mais cette invasion, parce que c'est une invasion, elle est la conséquence, il faut le dire aussi, d'une décision judiciaire de la Cour suprême qui a décidé de suspendre les refoulements immédiats
des clandestins interceptés à la frontière. Donc là, à nouveau, on est dans le pouvoir des juges qui s'imposent à la volonté des peuples. Najwa El Haïté, sur ce sujet, doit-on parler d'invasion migratoire? Vous avez vu ces images, est-ce qu'elles vous ont interpellé, choqué? C'est sûr qu'elles m'ont interpellé, mais ça vient d'être dit par Amaury. Il y a une véritable responsabilité du gouvernement espagnol, dont on connaît la politique en matière migratoire. On a rappelé que le Premier ministre Pedro Sánchez a annoncé la régularisation de plus de 500 000 personnes en situation irrégulière en Espagne. Autant vous dire que cette immigration, quand on parle d'immigration irrégulière, il faut se dire que ça crée des pressions sur le logement, enfin c'est du concret, des pressions sur les services publics, dont l'école, dont les transports, avec les coûts engendrés. Et je vais même aller plus loin, c'est-à-dire que quand on n'a pas les moyens aujourd'hui, et je pense notamment à la France, c'est ce qui m'intéresse, et c'est le pays qui m'intéresse, c'est que vous ne pouvez plus accueillir ces personnes dans des conditions dignes. Moi, à chaque fois que je traverse Paris, et notamment certains ponts parisiens, vous voyez des tentes qui s'additionnent les unes aux autres, dans des conditions d'hygiène et de santé publique mais catastrophiques. À un moment aussi, il faut dire stop. Il y a aussi ce volet dignité humaine. Et sachant que on va tout au long de ce débat là jusqu'à 11h aussi se poser la question, est-ce qu'à un moment ou un autre ça aura des conséquences en France? Parce que le ministre de l'Intérieur, je ne sais pas si beaucoup l'ont écouté, il a quand même pas vocation à rassurer quand il dit on va pas prendre de mesures supplémentaires, on va le renforcer si jamais un peu plus tard on constate que, bon, je crois qu'on a déjà entendu ce discours, je pense qu'on a des chances de réagir comme d'habitude a posteriori. Ça aura forcément des conséquences en France, puisque à partir du moment où il rentre dans l'espace Schengen, forcément derrière il devient excessivement compliqué de contrôler quoi que ce soit, quand bien même on mette quelques contrôles aux frontières franco-espagnoles, c'est pas ça qui va globalement. De toute façon, on peut pas s'opposer une fois qu'ils sont rentrés sur le territoire de Schengen. Et ça va être intéressant de suivre ce que va faire l'Italie, parce que les réactions de Giorgia Meloni depuis quelques heures, elles sont pas dans la mesure du gouvernement français. C'est complètement à l'opposé de tout ce sur quoi elle s'est engagée, de tout ce sur quoi elle s'engage globalement. Donc voilà, mais on sait très bien que les vagues de régularisation massive, c'est des pompes aspirantes. On le sait très bien. Tous les pays qui l'ont fait, l'Allemagne l'a fait il y a quelques années. C'est systématiquement, effectivement, des stimuli. Ça stimule systématiquement les vagues d'immigration massive. Illégale, on le sait très bien. Donc, mais après là aussi, c'est peut-être la manière dont ça s'est fait. Il faut voir les images, parce qu'en fait, ça a été. On a forcé la frontière en arrivant en masse. Ils viennent à la nage, a priori, donc c'est difficile à contrôler et puis à empêcher surtout. Et de ce que je dis, c'est beaucoup de Marocains, ce qui est assez surprenant, parce que il y a des trucs que je comprends pas trop. Il y a pas aujourd'hui de répression massive politique au Maroc, pas plus qu'il y a quelques années. Ça peut être considéré comme, je veux dire, un chantage, comme on a pu le voir dans des frontières au pays de l'Est pendant des années. Après, il y a une pompe aspirante sur l'Espagne aussi au niveau de l'agriculture qui embauche beaucoup de main d'œuvre illégale, pour être tout à fait clair, dans les exploitations agricoles. Donc c'est aussi sans doute en partie lié à ça. Mais on sait très bien qu'une fois qu'ils sont en Espagne, ils arrivent fatalement au bout d'un moment en France, en Italie, voire pour aller sur l'Angleterre. Brice Sokol, sur ce sujet. Ce sujet pose différents problèmes. Il y a le problème de Schengen. Schengen date de 1995 dans sa mise en œuvre. Et la contrepartie de Schengen, la libre circulation des personnes, c'était un contrôle renforcé aux frontières extérieures de l'Union européenne. C'était une politique de visa et de droit d'asile à l'échelle européenne. Et on s'aperçoit que finalement, ça n'a pas été mis en œuvre. Donc on a Schengen, mais on n'a pas la contrepartie de Schengen. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, mais ce qui me surprend, alors je ne veux pas tirer sur l'Espagne, mais c'est la question marocaine, parce que le Maroc aujourd'hui s'affirme comme une vraie puissance régionale, fait des investissements massifs. Le Maroc se développe, vitesse grand V, il y a une classe moyenne qui est en train d'apparaître au Maroc, et en même temps, vous avez toute une partie de la jeunesse marocaine qui ne participe pas au projet collectif. Donc il y a un vrai sujet, c'est-à-dire qu'on nous montre le Maroc en exemple, mais que fait le Maroc pour redistribuer la richesse et les investissements et les conséquences de l'investissement qui sont réalisés au Maroc. Ça, c'est un deuxième sujet. Et puis, il y a un troisième sujet qui est plus politique, qui est le sujet espagnol. C'est vrai que Pedro Sánchez mène une politique très à gauche, pro-migrante. Il annonce la régularisation des 500 000 migrants, mais sur les 500 000, vous en avez une grande majorité. Nous on pense au Maghreb, mais la majorité des migrants qui sont régularisés en Espagne sont sud-américains, viennent du Guatemala, viennent du Pérou, viennent de Colombie. Donc ça, c'est un sujet aussi
un peu différent. On n'a pas le même type d'immigration. Deuxièmement, en Espagne, c'est une immigration de travail. C'est-à-dire que l'immigration de travail rapporte de l'argent au pays. En Italie, c'est une immigration de travail. Nous n'avons pas une immigration de travail. Nous avons une immigration qui repose sur... Après là, je suis pas sûr que les images qu'on a vues soient d'une immigration de travail. Je sais pas où est-ce qu'ils veulent travailler, mais ça paraît complexe. Dans les exploitations agricoles, beaucoup sur le maraîchage et tout ça, il y a beaucoup En France, on a une immigration qui repose sur le droit d'asile et sur le regroupement familial. Pas sur le travail. En Espagne, en Italie, vous avez une immigration qui repose sur le travail. Le taux d'emploi est un des plus faibles parmi ces populations. Absolument. Dernier élément, c'est que moi je me souviens des images de 2015 avec ces migrants syriens qui ont traversé l'Europe pour aller en Allemagne. Ces images-là ne font que renforcer les partis populistes et la xénophobie et la peur, et surtout la peur. Oui, mais parce que les gens ont peur, donc les gens ont un réflexe de protection. Ils ont aussi peut-être peur de manière légitime, parce que rappelez-vous Angela Merkel, qui il y a quelques mois, je crois, et dans ses mémoires et dans une interview à la télé allemande, avait elle-même acté qu'elle regrettait ce choix, et on se rappelle de la nuit du 31 décembre, je crois, 2015, avec les viols en série qu'on avait pu connaître du côté de la Cologne. Ça avait été marquant. Donc, outre la peur, bien sûr, la xénophobie que vous dénoncez à juste titre, il y a aussi, je pense, une véritable inquiétude, et je pense actuellement tous les Français qui voient les images sur les réseaux sociaux, ils disent en fait ça pourrait peut-être aussi arriver en partie chez nous. 0826 300 300, ce qui se passe du côté de l'Espagne avec cette invasion migratoire. Est-ce qu'on doit la qualifier comme ça? Est-ce une invasion migratoire? 0826 300 300, ou est-ce un phénomène comme on doit mine de rien s'y préparer, parce que comme Brice, comme Jean-Baptiste vous l'avez rappelé, il y a une immigration de travail, il y a des gouvernements notamment de gauche qui prônent cette immigration massive pour justement venir renforcer le travail. On parle de 500 000 migrants. Est-ce que c'est plutôt des images auxquelles on doit s'habituer, ou au contraire, est-ce qu'on doit partir sur des mots beaucoup plus chocs pour dénoncer ce qui se passe? 0826 300 300, on revient dans une poignée de secondes sur Sud Radio, à tout de suite. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. 10h45 sur Sud Radio, installez-vous confortablement autour de la table et passez-nous des coups de fil. 0826 300 300, application, réseaux sociaux également, le site, évidemment sudradio.fr. On continue de parler de ce qui se passe du côté de la frontière espagnole, avec quand même ce qu'on peut appeler très simplement un acte de forcer la frontière, avec des milliers de migrants qui l'ont donc passé, avec des images qui sont assez catastrophiques, qui circulent partout sur les réseaux sociaux. Amaury le précisait tout à l'heure, les chiffres officiels maintenant, c'est pas 1500 comme on a pu l'annoncer il y a quelques heures. C'est près de 49 000 personnes qui ont débarqué sur le territoire. Qui dit Espagne dit espace Schengen. Qui dit espace Schengen dit libre circulation. Et j'ai pas besoin de vous faire un dessin pour craindre. On va rejoindre dans quelques instants Arnaud et Cédric qui sont avec nous. Mais dernier tour de table, on le disait, quand on voit ces images chocs, on se souvient des images chocs en Allemagne en 2015 avec les conséquences que l'on connaît. En France, est-ce que vous pensez que ça peut prendre une telle tournure? Imaginons ces mêmes images à Calais. Ça aurait quand même été stupéfiant. Oui, non, mais c'est le risque, c'est que ces migrants, ils s'arrêtent pas en Espagne, qu'ils viennent en France et qu'ils veuillent aller en Angleterre, ou, enfin, ils vont se répartir sur toute l'Europe après, mais enfin, sur toute l'Europe, sur une grosse partie de l'Europe occidentale, globalement. Et c'est dramatique parce qu'on vient d'adopter au niveau européen un texte sur l'asile immigration, et on peut que s'en féliciter parce que les défis migratoires qui viennent avec le changement climatique ne seront se régler qu'au niveau européen et pas au niveau franco-français. Mais s'il y a des États ou des politiques dans certains pays, notamment des pays d'entrée, que ce soit l'Espagne, l'Italie, enfin les pays d'Europe de l'Est, qui sont pro-immigration massive, on s'en sortira pas, on s'en sortira jamais. Et du coup, on fait le lit effectivement de tous les populistes et xénophobes de tout poil en laissant faire. Le Premier ministre espagnol socialiste, évidemment, est totalement irresponsable. Il fait courir un risque migratoire et sécuritaire pour toute l'Europe et pour la France. Et Giorgia Meloni en Italie a bien raison de vouloir remettre en cause les accords de Schengen entre son pays et l'espace. Que fait la France ? Nous devrions nous aussi réclamer non seulement le contrôle systématique aux frontières et suspendre Schengen. D'ailleurs, le remettre en cause totalement, le supprimer. Ça n'est plus possible. Aujourd'hui, quand vous êtes un migrant, vous entrez légalement ou illégalement, c'est pareil sur le sol européen, c'est open bar. Voilà, vous circulez n'importe où. Quand on nous dit que le ministre de l'Intérieur a renforcé les contrôles à la frontière espagnole, c'est une blague, c'est une passoire. La frontière espagnole. Allez demander aux policiers et aux douaniers qui sont sur la zone comment ça se passe. Mais vous parlez, Amaury Brulé, vous parlez de supprimer Schengen, etc. Je me tourne peut-être vers vous, Brice Sokol. Depuis combien de temps, depuis combien d'années, je pense même jusqu'au présidentiel, on peut remonter jusqu'à 2007, voire avant, depuis le temps qu'on réclame la suppression, la suspension, un nouveau Schengen. Je crois que même dès Nicolas Sarkozy, on proposait le Schengen 2, Schengen 3, Schengen 4. Bien sûr, aujourd'hui, vous avez 29 pays qui ont signé la convention de Schengen. Sur l'ensemble des pays qui participent à l'Union européenne, il n'y en a qu'un qui n'a pas signé, c'est l'Irlande. Voilà. C'est juste pour poser le sujet. Mais c'est vrai que on ne peut pas avoir la libre circulation des personnes, comme vous le disiez justement, si on ne renforce pas
nos politiques aux frontières de l'Union européenne. Ça, c'est un préalable. Et aux frontières, pas à l'intérieur. À l'intérieur, c'est un... Aux frontières de l'Union européenne. Non, mais moi, j'aimerais revenir sur la politique de Giorgia Meloni. Quand on parle de sa politique, elle ne parle pas d'immigration zéro. Elle estime que le combat, c'est l'immigration irrégulière. D'ailleurs, le traitement des dossiers de demande de droit d'asile sont traités par l'Albanie, puisqu'il y a une convention entre l'Italie et les fameux hubs. Et exactement, et l'Albanie. Donc elle n'est pas démago. Elle estime que l'immigration irrégulière doit être traitée et combattue. L'immigration régulière et donc immigration de travail doit être régulée, notamment dans des secteurs en souffrance, enfin comme l'agriculture. Avec le fameux patronat italien qui de toute façon lui réclame au bout d'un moment de la main-d'œuvre. C'est l'espèce d'incompatibilité. Et je terminerai par les décisions de justice, où là, vous avez aussi en Italie des décisions de justice qui se démarquent de la politique migratoire menée par le gouvernement de Giorgia Meloni. Et là aussi, vous avez des tensions entre le gouvernement judiciaire qui estime que les migrants ont leur place. Et le simple mot que vous venez d'évoquer, le gouvernement judiciaire, ça dit tout. Oui, non, mais c'est vrai. J'ai dit ça. Parce qu'on a fait un sondage avec l'IFOP et Frédéric Dabi sur cette thématique de l'immigration. Et en fait, la majorité des Français, droite-gauche, il y a plus de clivage droite-gauche, sont contre l'immigration illégale, ils veulent un renforcement. Mais c'est comme pour la sécurité. Il y a que les partis politiques qui ne voient pas que les Français sont d'accord sur ça. Bien sûr. Et à contrario, ils souhaitent une immigration de travail. Tout à fait. Et ça dépasse les clivages politiques droite-gauche, donc c'est intéressant. Autour de la table, Najwa El Haïty, docteur en droit public, Brice Sokol, politologue et essayiste, Amaury Brelet, journaliste, et Jean-Baptiste Moreau, porte-parole d'une think tank Agriculture Stratégie, ancien agriculteur, ancien député. Et vous, amis auditeurs, vous nous appelez au 0826 300 300. Arnaud, bonjour. Oui, bonjour Maxime. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur Sud Radio. Vous avez vu ce qui se passe du côté de l'Espagne. Certains parlent d'invasion migratoire. Tout le monde autour de la table est quand même inquiet de cette situation, surtout si elle était amenée à se produire d'une certaine manière en France. Vous, comment vous regardez ça, Arnaud ? Moi, écoutez, c'est très clair. On se pose des questions parce que est-ce que les nations, est-ce que les peuples ont été consultés pour ces immigrations galopantes et envahissantes? Parce qu'il s'agit véritablement d'une invasion, quoi. Il faut être clair. Après, c'est la modification de nos cadres de vie. C'est des gens qui vont se répartir avec leurs mœurs, avec leurs coutumes, et c'est juste insupportable. Donc voilà. Moi, après Schengen, voilà. On va regarder de près l'attitude des Italiens par rapport à cette invasion. Voilà ce que je peux dire. Et après, on peut vous dire, le Premier ministre espagnol qui souhaite cette régularisation massive, plus de 500 000 personnes. Bon, on estime quand même qu'il a eu des élections. Lui, il a été désigné quand même en partie par le peuple espagnol. On peut ne pas être d'accord, mais il a été désigné. Vous dites que par contre, peut-être ailleurs, à une voix près, mais désigné quand même. Désigné quand même. Oui, mais Arnaud. Oui, mais ça, je veux dire, en Espagne, ils font ce qu'ils veulent, mais je veux dire, il y a des référendums, ça existe, même quand on est élu. Si Monsieur Sanchez ne comprend pas qu'il y a quand même une modification du cadre de vie espagnol, il comprend pas, espagnol, mais ça nécessite quand même, à minima, une consultation démocratique du peuple. Et la situation qui pourrait, d'une manière ou d'une autre, déraper jusqu'à la France ou d'une manière se produire, parce que si c'est passé là du côté espagnol, ça aura des impacts de toute façon. Ça aura des impacts, mais ça aurait pu arriver très bien sur la plage du Nord chez nous, par exemple à Calais. Arnaud, vous êtes inquiet d'une telle éventualité, par exemple? Oui. Si vous voulez, il y a un roman qui était exceptionnel. C'est le roman de Jean Raspail, Le Camp des Saints, où tout est expliqué dans les années 70-80, où il romançait cette invasion venant du Sud. On est très inquiet. Oui, on peut dire qu'on est très inquiet. Inquiétude, et on la comprend, mon cher Arnaud. Merci beaucoup de nous avoir passé un coup de fil au 0826 300 300. Bonjour Cédric. Bonjour, comment ça va? Ça va, et vous Cédric, en forme? Ça va, très très bien, et je suis un peu du même avis qu'un de vos invités, car moi, habitant à côté de l'Espagne, je vais régulièrement en Espagne, c'est une passoire. Alors j'aimerais dire aux gouvernants
qui sont encore en place aujourd'hui, qu'ils arrêtent de se mettre du sparadrap dans les yeux, pour pas voir. Aujourd'hui, on balaye pas devant la porte du voisin, on commence par balayer devant notre porte et on aide toute la pauvreté qu'on a en France avant d'aider les autres. Oui. Voilà, première chose. La seconde, c'est qu'avec tout l'argent qui a été dépensé n'importe comment, nous, en tant que Français, on ne peut plus se soigner. On ne peut pas récupérer sur l'Europe grâce à cet espace Schengen qui ne sert absolument à rien, même si c'est le pilier de l'Europe. On s'en fout, faut le détruire et recommencer quelque chose de nouveau. On ne peut pas faire, et il va y avoir un soulèvement des Français. J'entends des gens autour de moi, ça commence à gronder énormément. On ne peut pas se soigner nous, mais on soigne gratuitement les autres avec notre argent à nous. C'est plus possible. C'est plus possible. Il n'y a plus d'argent dans les caisses. Il en a été encore donné le 14 juillet à monsieur Zelensky. Il faut arrêter ça. On a des incendies chez nous. On a la pauvreté qui commence à gronder. On a, nous, des salaires. J'ai des amis qui ont des salaires de 2000, 2300 euros. Ils s'estiment pauvres parce qu'ils ont du mal à boucler les fins de mois. Parce que tout devient trop cher. La sécurité sociale ne nous sert plus à rien du tout puisqu'on est obligé de prendre une mutuelle à côté. Mais c'est plus possible. Mais Cédric, petite question, puisque vous êtes puisque vous êtes à côté de la frontière espagnole, témoignage de terrain d'une certaine manière. Quand vous entendez le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, ce matin, qui était chez nos confrères de RTL et qui dit que de toute façon, il y a un contrôle à la frontière France-Espagne et en plus, il a été renforcé il y a quelques mois. Vous, visiblement, c'est pas ce que vous semblez nous dire. Alors, moi, je peux vous dire, et je peux le dire devant monsieur Nunez, devant les yeux, que c'est un menteur. On va régulièrement en Espagne, il n'y a aucun contrôle, il y a la police à boulot, tout simplement, et s'il y a les douaniers, c'est pour la drogue. Dernièrement, ils ont récupéré 350 kilos de drogue dans un semi-remorque. Il y en a encore plus que ça qui passe. C'est aberrant. Vous allez là-bas, il y a des gains, il y a personne. Et depuis que l'autoroute est gratuite en Espagne à la hauteur de Figueras, la Guardia Civile est présente. Les douanes, de temps en temps, sont présentes espagnoles, mais ils sont concentrés du côté du port de Barcelone, du côté de Tarragone, tous ces endroits où ces migrants peuvent arriver à rentrer. Et on entend bien qu'on est du côté d'où vous êtes, mon cher Cédric, et je vous remercie de nous avoir passé un coup de fil au 0826 300 300, bien loin des promesses de Laurent Nunez, mais ça c'est forcément un dossier qu'on va devoir traiter là dans les prochaines heures. Vous vouliez réagir par rapport à Schengen? Oui, par rapport à Schengen, parce que expliquer qu'on va faire face aux défis migratoires des années qui viennent, parce qu'ils vont être de plus en plus importants avec le réchauffement climatique, on va avoir de plus en plus de gens qui vont vouloir venir en Europe. En se repliant uniquement sur les frontières franco-françaises, c'est du pipeau intégral. On ne le fera pas. Enfin, je veux dire, remettre des douaniers à toutes les frontières de la France, ça n'existera pas, parce que ça coûtera cher, et ça sera de toute façon inefficace. Pourquoi pas? Mais ça se passera. Mais c'est du flanc. C'est du flanc. Mélanie l'a pas fait, déjà. Pour commencer, elle l'a pas fait. Donc, alors que c'était dans son programme. Oui, mais enfin, il n'y a jamais eu autant d'immigrés en France. Il n'y a jamais eu autant d'immigrés dans toute l'histoire de notre pays que sous Emmanuel Macron. Il y a des centaines de milliers de personnes qui rentrent dans notre pays. Il y a au minimum 1 million de clandestins. Ça veut rien dire. Il n'y en a jamais eu autant en Espagne, il n'y en a jamais eu autant en Allemagne. On peut très bien remettre en cause Schengen, c'est une question de volonté politique. Remettre des frontières françaises, c'est mentir aux Français. Dire qu'on va remettre des contrôles systématiques aux frontières, c'est des mensonges. Non, c'est des mensonges. La volonté populaire exprimée dans tous les sondages depuis 10 ans. Non, mais c'est des mensonges. Dire qu'on va remettre des frontières en France, c'est des mensonges purs et simples. Qui a laissé les frontières grandes ouvertes et laissé entrer des centaines de milliers d'immigrants. Ce qu'on peut dire sur l'immigration, c'est quand on regarde les différents sujets qui intéressent les Français, c'est pas un sujet qui arrive en haut de la pile aujourd'hui. Ça veut pas dire fait partie des 5 premiers. Ça veut pas dire que c'est un sujet. Ça fait partie des priorités. Non, mais je termine. Ça veut pas dire que c'est un sujet qui n'intéresse pas les Français. Je veux dire que le premier sujet qui intéresse les Français aujourd'hui, c'est le pouvoir d'achat. Voilà. C'est l'insécurité. Voilà. C'est la santé. Et après l'immigration. Au municipal, on a eu ce débat la semaine dernière. Pas du tout. Excusez-moi, j'ai fait les sondages pour les municipales. Et c'était la sécurité de l'immigration. C'était les services publics et la sécurité. Vous pouvez pas dire que l'immigration n'est pas un sujet. C'est pas un sujet des élections municipales. C'est un sujet fondamental. C'est un sujet, mais c'est une priorité pour les Français. C'est pas un sujet. Bah si, c'est ce que vous avez On a eu le débat notamment la semaine dernière. Il faut voir à quel point aussi le sujet de la sécurité est dans la tête des Français aussi relié à l'immigration. C'est pour ça que s'il n'y a pas le mot immigration qui arrive
arrive peut-être en 4e ou 5e, tout de suite. en 2 ou 3 quand on a l'insécurité. Ouais. Derrière, il y a cette notion d'immigration. Oui, parce que l'immigration, on va se le dire, c'est aussi une question transversale. Pourquoi je dis ça? Je parlais tout à l'heure de la pression sur les services publics, avec les coûts qui vont avec. On va pas se le cacher. Et également, peut-être que ça n'arrive pas en effet dans le pouvoir d'achat, et c'est normal au regard de ce qui se passe dans le monde et des pressions notamment sur l'essence, sur tout cet impact-là. Bien sûr que le pouvoir d'achat arrive en numéro 1, mais l'immigration, il y a aussi une question et on ne va pas se le cacher. Heureusement que toutes les formes d'immigration, et je peux en parler en connaissance de cause, ne sont pas une immigration délinquante, mais je peux vous dire que dans les tribunaux, oui, vous avez une immigration étrangère qui est une immigration qui vole, qui agresse, et ça on peut pas le nier. Du ministère de l'Intérieur, chaque année quand il y a les fameux bilans, ça en fait même temps, vous avez une immigration qui rapporte de l'argent à la France. J'ai pas dit le contraire. Moi, je vous parle d'une immigration délinquante. Je vais la parler des choses, mais on peut pas le nier. Vous êtes un repris de justice. Non, personne ne dit ça. Non, mais j'ai pas dit ça. Pas du tout. Non, vous pouvez pas dire ça. Moi, je vous ai parlé d'une immigration délinquante. Ceux qui sont dans les tribunaux, c'est d'une immigration délinquante. C'est pas une immigration qui travaille. Pas du tout. La réalité, c'est que vous avez une surreprésentation de la délinquance parmi les étrangers. Ce sont les statistiques officielles du ministère de l'Intérieur. Et dans les prisons, et c'est même pas nous qui 1,5 à 4 parmi quasiment tous les délits. 40% des mises en cause, 40% des mises en cause pour cambriolage de logements l'année dernière en France étaient étrangers. Quasiment tous des clandestins. Et je ne compte pas les Français d'origine immigrée. Donc, faut arrêter de mentir aux Français. Les Français d'origine immigrée sont français. Ils sont français. Ils sont d'origine immigrée aussi. Ils sont français. Oui, il y a un problème culturel aussi d'assimilation, reconnaissez-le. Suite de débat autour de la table, messieurs, dames, autour de la table. Najwa El Haïty, docteur en droit public, Brice Sokol, politologue, Amaury Brelet, journaliste, Jean-Baptiste Moreau, porte-parole du think tank Agriculture Stratégie, ancien agriculteur, ancien député. C'est ce qu'on appelle une première très bonne demi-heure de débat. On poursuit la conversation. 0826 300 300. Ça tombe bien. Je pense que le prochain sujet va en faire encore moins consensus. On a eu des chiffres il y a quelques heures qui, ces chiffres nous apprennent que l'emploi des seniors a progressé en partie dans le pays. Grâce à quoi? Je vous pose la question. Grâce à au sacrilège, réforme des retraites. Ça veut dire que on est en capacité aujourd'hui de faire travailler les seniors, mais visiblement il y a un problème du côté des seniors. Surtout quand on voit le taux d'emploi qui est l'un des plus faibles de l'Union européenne. Est-ce que, alors qu'on a beaucoup critiqué la nouvelle génération, ce sont en réalité nos seniors qui sont les nouveaux flemmards? 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Là, c'est ce qu'on appelle une tablée de champions autour de la table. Brice Sokol, Amaury Brelet, Jean-Baptiste Moreau, Najwa El Haïty. Après avoir discuté de ce qui se passe d'un point de vue migratoire du côté de l'Espagne, on va aborder un autre sujet qui fait toujours un peu la polémique en France. C'est le travail, et surtout quand on lit le travail et les retraites. Figurez-vous qu'on a eu une fameuse note, alors c'est toujours un peu barbare en France, mais une note de la direction de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques qui nous apprend une chose plutôt chouette. Le taux d'emploi des seniors s'établit désormais à 44%, et alors c'est un motif de réjouissance parce qu'il n'a jamais été aussi élevé depuis près de 50 ans. Bon, là où en revanche on n'a pas de quoi se réjouir non plus, c'est que c'est un taux d'emploi des seniors qui est très faible par rapport aux autres pays européens. Je pense à l'Estonie, 71%, la Suède, plus de 71% aussi, même les Pays-Bas, près de 70%. Et pourquoi les seniors, en réalité, aujourd'hui un taux d'emploi plus élevé? Grâce à la réforme des retraites qu'on a tant critiquée. Est-ce que ça veut donc dire que les seniors n'allaient pas travailler, n'aiment pas travailler? Est-ce que ça veut dire que les seniors sont les nouveaux flemmards alors qu'on a tant critiqué les jeunes? 0826 300 300. Jean-Baptiste Moreau. Oui, non, mais c'est une évidence. Le fait de reporter l'âge de la retraite, de reporter l'âge de la retraite, et ça c'est valable dans tous les pays qui l'ont fait progresser l'emploi des seniors et permet une embauche massive et beaucoup plus importante des seniors. Mais ça, c'est pour ça. La future campagne présidentielle devrait trancher ça. Mais il n'y a aucun politique, je vous mets mon billet tout de suite, qui va expliquer qu'il faut mettre la retraite à 67 ans. Et pourtant, la réalité, c'est que notre système aujourd'hui, il ne tiendra pas. Il ne tient pas par notre système par répartition avec une retraite à 62, 63, même 64 ans. Et si on veut faire progresser l'emploi des seniors, la seule solution, c'est aussi de reporter. Alors, il y a d'autres mesures complémentaires, mais il faut reporter l'âge de la retraite. On voit bien que dans tous les pays qui ont mis la retraite 65, 66, 67 ans, l'emploi des seniors progresse. C'est
c'est une réalité inflexible. Je veux dire là-dessus, là aussi, les politiques arrêtent pas de mentir aux Français en expliquant qu'on va pouvoir repartir à la retraite à 62, 61 ans, voire 60 ans, même certains, et que tout va bien se passer. Non, ça va pas bien se passer. Tout va tomber. Donc, mais il y a personne qui va défendre une réforme des retraites dans les campagnes parce qu'il est assuré de pas passer le premier tour. Amaury Brelet sur le sujet. Oui, je partage totalement cet avis. La réforme des retraites, malheureusement, n'a pas la vraie réforme des retraites, une réforme systémique, structurelle, n'a jamais eu lieu, alors qu'elle est promise, annoncée depuis plus de 30 ans. On fait tous les 3-4 ans des petites réformettes qui ne changent rien au système, alors que le système est en faillite virtuelle. C'est un système de Ponzi. Tout le monde le sait. C'est une question de statistiques. Il suffit de. C'est une évidence économique. C'est une question de statistiques démographiques, tout simplement. Donc il n'y a pas la volonté politique, vous l'avez dit, d'aucun parti d'ailleurs, de réformer. Alors la Macronie a essayé, elle a été obligée de la suspendre pour faire plaisir au Parti socialiste, ce qui est absolument, évidemment, totalement scandaleux. On a en France, la France est l'un des pays développés qui travaille le moins, du fait notamment de ce taux d'emploi beaucoup trop faible chez les personnes, chez les seniors et chez les jeunes. Donc évidemment qu'il faut une réforme des retraites courageuse avec l'introduction, et on y passera forcément une part de capitalisation. Voilà. 0826 300 300 avec cette réforme des retraites qui a permis visiblement à des seniors de travailler un peu plus, mais un taux d'emploi parmi les plus faibles de l'Union européenne, à peine 40%, 44% pour être précis. Est-ce que ça veut dire que nos seniors sont les nouveaux flemmards? On vous pose la question. On attend, je le sais déjà, vos réactions mesurées bien évidemment au standard au 0826 300 300. Najwa El Haïty. À votre question, les retraités, est-ce qu'ils sont les nouveaux flemmards? Ma réponse, elle est non. Elle est non, parce que je parie que vos auditeurs vont vous appeler en vous disant j'ai cotisé pendant 40 ans, j'ai travaillé, donc oui, c'est vrai, mais tout a été dit sur notre système de retraite qui est en faillite, et je pense que c'est la réforme, la dernière réforme sur notre système n'est pas la dernière, et puis dire que les mentalités aussi, elles doivent changer concernant l'emploi des seniors. Pourquoi je dis ça? Parce que dans une entreprise, vous êtes senior à partir de 45 ans. Donc il faut que les mentalités aussi changent. Et ça fait mal, parce que 45 ans, c'est quand même... Il y a peut-être des gens que vous êtes en train de choquer là, qui sont là, qui sont peut-être en train de partir en vacances, qui viennent de quitter le travail et qui se disent je suis donc senior dans mon entreprise, Najwa. Tout à fait. Je ne vous remercie pas. Non, vous ne me remerciez pas, mais c'est la juste réalité, hélas. C'est quoi? C'est la carte vermeille à la SNCF, pareil, on voit ça aussi. Non, mais donc il faut que les mentalités changent. Et puis j'ai envie de vous dire, nos retraités, ils sont actifs, ils s'investissent dans les associations, ils aident aussi. Non, mais c'est aussi une réalité quand vous voyez la moyenne d'âge dans des associations où la moyenne d'âge des bénévoles, il est quand même élevé, même dans certains partis politiques. La moyenne d'âge des maires. La moyenne d'âge des maires. Oui, aussi. Mais exactement. Dans le périurbain. Absolument. Non, sur ce sujet. Non, sur ce sujet, en fait, moi je partage tout ce qui a été dit, bien évidemment. En fait, il faut savoir, quand vous entre 55 et 60 ans, en fait, 7 sur 10 travaillent. C'est après 60 ans, la difficulté, c'est de retrouver un travail. Et en fait, c'est ça le sujet, c'est-à-dire que quand vous êtes employé, quand vous êtes ouvrier, c'est encore plus difficile dans une ville moyenne ou une petite ville, quand vous perdez votre emploi, de retrouver un emploi, parce que on vous donne pas les moyens de vous qualifier sur un autre emploi. Et le sujet, il est là, c'est comment on favorise le retour à l'emploi aussi de ces gens-là. Après, j'ai envie de dire c'est vrai qu'on est en dessous de la moyenne nationale pour l'instant, mais on progresse. Mais vous avez aussi beaucoup de seniors de plus de 60 ans qui sont pas au chômage. Vous avez des gens qui ont des retraites anticipées. Vous avez des gens qui ont des maladies. Vous avez des gens qui ont des invalidités, bien sûr, qui ont des problèmes de santé. Donc, il faut faire attention à cette globalisation, cette généralisation. Mais en tout cas, moi, je plaide pour que on a parlé à un moment, le gouvernement réfléchissait avec le patronat à des contrats spécifiques pour des retours à l'emploi pour les plus de 60 ans. Je trouve que c'est une piste intéressante qui pourrait être éclairée. Parce qu'en fait, moi, ce que je m'aperçois, c'est que je vois dans les entreprises privées, on vire des gens qui ont un savoir-faire, qui ont 45-50 ans, on perd un savoir-faire, on perd du réseau. C'est là où on n'est pas bon sur la transmission intergénérationnelle. Il y a des gens qui sont en fin de carrière, qui auraient beaucoup à transmettre à des jeunes qui démarrent. Or, en général, on les vire
agir pour faire la place aux jeunes qui démarrent, mais qui n'a pas de transmission du coup. Donc là-dessus, il y a un vrai boulot à faire. Et d'ailleurs sur ce sujet, pour dire depuis combien de temps il existe comme préoccupation visiblement au sommet de l'État. Déjà en 2020, il y avait eu un rapport qui avait été remis au gouvernement d'Édouard Philippe. Déjà, ce document insistait sur la nécessité d'agir de manière, je cite, structurelle pour que l'ensemble de notre société s'engage sur la durée à modifier ses pratiques et ses représentations à l'égard des travailleurs expérimentés. Bon, on remarquera aussi le maniement des euphémismes. Et le 22 juillet, il y a même le Haut Commissariat au Plan cette année, la stratégie, là, qui nous a pondu un document sur la nécessité de construire une véritable politique du vieillissement et du travail. 0826 300 300, quand on voit cette réforme des retraites qui a permis d'améliorer le taux d'emploi des seniors, ça veut aussi dire que des seniors ne travaillent pas. Est-ce que cela signifie, je vous pose la question de manière totalement bien sûr naïve, que les seniors sont de nouveaux flemmards, contrairement à ce qu'on a beaucoup pu dire pendant un temps sur les jeunes? Et ben je vous pose la question. 0826 300 300. Bonjour Vincent. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, Vincent. Vous m'entendez bien, Vincent? J'ai l'impression qu'il y a un peu de bruit autour de vous. Bon, oui, voilà, c'est bon. Parfait. Non, merci d'être avec nous, Vincent. Comment vous regardez, vous, cette question des retraites, des seniors qui travaillent un peu moins que partout en Europe? Dites-nous. Alors moi j'ai pas l'impression d'être nanti ou d'abuser du système en place. Et j'ai commencé à travailler à 18 ans à temps complet. L'été avant, à partir de 15 ans, je vais avoir 64 ans et j'ai pris ma retraite à 62 ans. Donc je pense avoir cotisé largement pour ma retraite. Et vous faisiez quoi, vous, Vincent? Si c'est pas indiscret, vous étiez dans quel... J'étais conseiller bancaire. Oui. Après, vous avez vu qu'il y a beaucoup, notamment, de réformes pour ceux qui travaillent dans les banques, de repousser de plus en plus, dans certains métiers beaucoup plus tranquilles, de repousser l'âge de départ. Puis surtout, le principe de la retraite par répartition, c'est qu'on cotise pas pour sa retraite, on cotise pour la retraite des autres. J'ai vécu l'inverse. Au bout d'un moment, on nous a dit, bon, à votre âge, bon, ça serait bien de partir, vous voyez. Parce qu'on coûte cher quand même. Oui, on coûte cher. Mais donc, vous, après, mais même vous, par exemple, sur les différents débats, vous ne seriez pas vu, par exemple, Vincent, je sais pas, prolonger, travailler une année de plus, 2 ans de plus? Alors, si vous voulez, pendant la pandémie, j'estime qu'on n'a pas été protégés. Les gens de notre âge n'ont pas été protégés, on n'a pas été vaccinés à temps, alors effectivement, on pouvait pas être en télétravail. Donc, on a toujours été bossé, en contact avec les clients, avec les risques que ça comporte. Et quand les vaccins sont arrivés, on nous a dit mais non, il faut que ce soit des gens, il faut avoir des un rapport au travail qui a été plutôt complexe par la suite, et on entend ce que vous nous dites au 0826 300 300. Maintenant, c'est vrai, et ça fait plusieurs fois que autour de la table et parmi les auditeurs, on l'entend, c'est oui, mais moi j'ai cotisé. Oui, mais on cotise pas pour soi. Non, ça c'est la retraite par capitalisation cotisée pour soi. Elle n'existe pas en France aujourd'hui. Enfin, si dans la fonction publique, elle existe. Mais sinon, on cotise pour les retraités au moment où on travaille, et c'est les autres qui cotiseront pour nous quand on sera à la retraite. Moi je pense que cette question elle dépasse senior pas senior. Je pense que le sujet c'est le rapport au travail dans notre pays. Et moi, quand on fait nos différentes études, on s'aperçoit que dans l'inconscient collectif des Français, il y a 3 réformes qui ont changé le rapport au travail. La retraite à 60 ans, les 35 heures et le quoi qu'il en coûte. Et donc ça a changé pour des générations entières le rapport au travail. Et ça, c'est une réalité. Et là, on dépasse le cadre des seniors. Et puis, on la débat et on va poursuivre la conversation. Je me souviens qu'Amaury avait été avec moi sur un plateau. On avait déjà eu un débat sur la réforme des retraites en disant, bon, peut-être qu'on peut faire des efforts. Et un retraité nous avait appelé en disant, oui, mais les efforts, on les fait déjà. Moi, regardez, je suis pas inutile, je m'engage dans des associations. Vous savez, c'était sur la fameuse... une niche fiscale pour les retraités qui avait fait parler, parce qu'on pouvait exonérer notamment certains frais d'essence, etc. Oui, mais quand on est retraité, l'association, dans ce cas-là, si on est défrayé, c'est déjà plus un engagement bénévole. Donc vous voyez, ça fait aussi partie, quand vous évoquez la mentalité, peut-être des débats qu'on va pouvoir poursuivre. Quand on voit les retraites avec un taux d'emploi des seniors qui est encore extrêmement faible, on a beaucoup critiqué la jeune génération qui n'aimait plus le travail, qui n'aimait plus ça, qui ne voulait plus s'engager. Ouais, pas de chance, là maintenant c'est au tour des seniors. Est-ce que ce sont eux les nouveaux flemmards de notre société? 0826 300 300, à tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. 11h19 sur Sud Radio, soyez les bienvenus autour de la table pour cette dernière de juillet. Najwa El Haïté, Brice Sokol, Amaury Brelet, Jean-Baptiste Moreau. On vous attend également au standard, amis auditeurs, au 0826 300 300, parce que si vous nous rejoignez à l'instant sur cette antenne, on est en train de parler de la retraite. Tiens, ça faisait longtemps, entre les incendies, les problèmes migratoires, la petite popole, comme on l'appelle. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas causé de retraite, avec un petit document dont cette fois-ci, c'est bon, je vous épargne l'acronyme, mais qui nous apprend que la proportion des 60-64 ans en activité n'a jamais été aussi élevée depuis un demi-siècle, ce qui est considérable. Maintenant, faut prendre ces chiffres avec des pincettes, parce que même si la classe politique s'en réjouit, ça fait plusieurs années, pour pas dire plusieurs décennies maintenant, qu'elle essaye de remettre les seniors au travail. Ça reste quand même l'une des moyennes les plus faibles de l'Union européenne. D'où cette question, est-ce qu'en réalité, nos seniors sont les nouveaux flemmards? 0826 300 300. Amaury Brelet. Moi, je trouve ce débat un peu trop consensuel. Donc, les seniors ne sont pas des flemmards, je ne le crois pas. En revanche, ils ne sont pas très partageurs, parce qu'on l'a dit, les retraites dorées, géantes, des boomers, c'est 400 milliards d'euros par an. Des boomers qui ont cotisé 2 fois moins qu'ils ne touchent. Oui. Et qui sont là, évidemment, les premiers à refuser à ce qu'on remette, évidemment, leurs droits en question. De fait, est-ce qu'on peut dire que la retraite des boomers est un peu le salaire universel des plus jeunes? Est-ce qu'on peut faire une telle comparaison? En tout cas, c'est le fardeau, c'est notre fardeau à tous, et puis celui des générations futures. Emmanuel Macron a toujours refusé, évidemment, de remettre en cause. C'est son électorat. Évidemment, c'est son électorat. D'ailleurs, il lâchait 15 milliards d'euros. Il lâchait 15 milliards d'euros quelques mois avant les européennes pour acheter leur vote. Je mets des guillemets pour acheter leur vote. Donc, on avait mis sur les rails en 2019 une réforme qui aurait dû aller au bout. Enfin, je veux dire, ça a été une aberration qu'elle n'ait pas été au bout. Qui a déraillé parce que Édouard Philippe a voulu mettre un âge pivot, mais de toute façon, cet âge pivot, il fallait le mettre de fait, mais on a eu toutes les oppositions confondues, de l'extrême droite à l'extrême gauche, totalement populistes et démagos. Les syndicats aussi. Voilà, les syndicats de la même façon. Grande part de responsabilité dans cette affaire. Voilà. Et après, on a un peu merdé avec la CFDT parce qu'on aurait eu moyen, sans doute, de rallier la CFDT sur ce projet-là, et on a fait un peu n'importe quoi. Avant de se coucher face au Parti Socialiste, qui est vraiment le dernier clou dans le cercueil. Non, moi je veux qu'on fasse payer un petit peu plus les retraités qui touchent des grosses retraites. Oui. Ouais, c'est plus pourquoi pas? Et d'ailleurs, le sujet va revenir sur le budget, sur l'indexation des retraites. Ça, c'est un point. Après, moi, ce qui me gêne dans tous ces débats, et je me souviens quand François Bayrou a parlé des boomers, etc., c'est que à un moment, on a besoin un peu de cohésion sociale dans un pays qui est quand même compliqué. On peut pas toujours montrer du doigt et les retraités d'un côté et les jeunes et les voilà. Non, parce que je pense que ce pays a besoin. Moi, je partage cet avis. A besoin de travailler ensemble, que chacun prenne sa part de responsabilité, mais qu'on ne désigne pas du bout des doigts. Chacun prenne sa part de responsabilité. Qu'on ne désigne pas du bout des doigts. Ce sont les retraités. Ce sont les jeunes. Mais ce sont les je suis entièrement d'accord. Voilà. Moi, je suis entièrement d'accord avec cet avis. J'allais vous faire l'avocate des retraités et des boomers. Mais voilà, les retraités en général, ce sont pas des privilégiés par nature. Ils ont travaillé, ils ont cotisé. Après, les opposer aux actifs, moi je trouve que c'est une mauvaise idée. Je suis entièrement d'accord. Il faut arrêter de diviser ce pays. Il faut de la cohésion sociale. Expliquer les choses. Oui, on est face à un système de retraite qui n'est plus tenable. Et donc ça s'explique. Vous voyez bien, Najwa, que même quand on l'explique, parce que alors, loin de moi l'idée de faire tout d'un coup un focus contre votre argument, mais depuis combien de temps on nous explique dans ce pays que de toute façon globalement le système va mal et que à un moment ou à un autre les retraités vont devoir faire, si ce n'est un effort, on va devoir repenser le système. Je crois qu'on l'a suffisamment expliqué, je crois que tout le monde l'a entendu, ça ne marche pas précisément parce que les retraités étant les électeurs les plus fidèles et les plus fiables, et ben on se dit on va quand même un peu privilégier. Oui, mais à un moment il faut du courage politique. Non mais à un moment il faut du courage politique. Non mais faut du courage politique. Et il n'empêche qu'à un moment, dans le cadre d'une campagne, on sentait que on opposait les actifs aux retraités. On va pas se leurrer. Mais c'est peut-être d'ailleurs les actifs qu'on avait marre. Pour une fois, moi j'ai trouvé ça très simple. Peut-être que je sais pas si ça correspondait à la cohésion sociale, mais le fameux mouvement dont on a beaucoup entendu parler, qui était le Nicolas Quipé. Moi je comprends Nicolas Quipé qu'en a marre. Parce que Nicolas Quipé cette année ne paie pas certainement. Et je terminerai en
dirais, pour Robert. Voilà. Et je terminerai en disant que la responsabilité, elle est collective. On parlait des tensions dans le cadre de cette réforme des retraites. Il y a une vraie responsabilité des syndicats. Moi, j'ai trouvé les syndicats irresponsables en la matière. Donc voilà, c'est pas une nouveauté, mais à un moment, voilà, je reparle du courage politique, il en faut. Je suis d'accord avec toi, Najwa, mais le courage politique, ça n'existe plus aujourd'hui. Alors on est mal barré. Et mesdames, je vous propose d'écouter aussi nos auditeurs, qui là, ça y est, on les avait chauffés, ils s'est chauffé depuis 15 minutes. Là, croyez-moi, c'est la déferlante. 0826 300 300. On va commencer par vous, Marie-Alice, bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, Marie-Alice. Comment vous regardez, vous, tout ce sujet autour des retraites, là, des uns et des autres? Alors, là, vous m'avez fait grimper, ma tension est montée. Je suis infirmière libérale, j'ai 60 ans, j'ai des journées de 12 heures, voire plus. Aujourd'hui, je suis de repos, ma collègue a eu un problème sur sa tournée, je me suis détachée pour aller venir en renfort. Honnêtement, je crois qu'il est temps peut-être de voir aussi. Marie-Alice, on vous a... Ah, c'est bon, allez-y, pardonnez-moi, vous devez être en voiture, Marie-Alice, mais on vous a un tout petit peu perdu. Il est temps de voir, vous disiez ? De revoir la pénibilité de certaines professions. Infirmière libérale, moi en plus je suis un petit gabarit. Qu'est-ce que vous appelez un petit gabarit, Marie-Alice? C'est quoi cette autodiscrimination là? Non mais petit gabarit, je veux dire, je fais pas 1m60 et je ne fais pas, j'ai un poids. Quand on a des personnes à domicile seules, alors là on a la canicule, on a eu les inondations. On a eu le Covid et qui a toujours été et qui est toujours sur les routes, c'est nous, chez le patient. Donc c'est vrai que là, je peux pas vous entendre dire qu'il faut rallonger. Moi, honnêtement, quand je rentre chez moi, je me jette sur mon lit et je ne fais plus rien. C'est pas possible. Moi j'ai commencé à travailler, j'avais 16 ans pour payer mes études. Donc je pense vous insistez, Marie-Alice, pour résumer, vous insistez sur la pénibilité et sur aussi, la pénibilité de votre travail, c'est sûr, et aussi peut-être pas suffisamment sur des emplois comme le vôtre qui sont extrêmement pénibles et qui actuellement ne sont peut-être pas aussi reconnus à leur juste valeur. Il y a ça aussi. Mais tout à fait, comme nos pompiers actuellement sur les incendies. Quand on voit que nos écoles d'infirmières arrivent à faire le plein et 3 mois après, ils perdent 30% dès la première année de leurs effectifs, posons-nous les bonnes questions. Je vous remercie de l'avoir posé et de les avoir posées, ces bonnes questions, Marie-Alice. Et surtout, regardez, les questions sont peut-être un peu provocantes, mais elles vous font appeler. Et ça, c'est l'essentiel. 0826 300 300. Après Marie-Alice, on vous écoute. Sylviane, bonjour. Oui, bonjour. Alors moi, j'interviens simplement et je rejoins l'auditrice précédente. Simplement, le système est certes financièrement peut-être en danger. Maintenant, je la rejoins sur la question de la pénibilité. Quand vous avez travaillé toute votre vie dans les travaux publics, en tant que carreleur, en tant que maçon, à 67 ans, c'est certainement très difficile de continuer à travailler. Non, bien sûr. Voilà. Après, Sylviane, si on est totalement honnête, je veux dire, je ne crois, sans avoir la précision des chiffres en tête, si la France était composée de carreleurs, d'infirmières libérales et de gens qui sont dans des responsabilités d'emploi pénible, ça n'est pas le cas, parce qu'aujourd'hui la majorité de ceux qui ont des retraites, qui en plus bénéficient un peu de la capitalisation, je crois surtout que ce sont des fonctionnaires, et je crois que c'est pas eux qui subissent la canicule, qui font des patients à domicile et qui portent le fardeau de leur travail jusqu'au bout du monde. Vous voyez ce que je veux dire, Sylviane? Oui, mais le fonctionnaire, tout dépend de ce que vous entendez comme fonctionnaire. Les fonctionnaires dans les hôpitaux ont un travail certainement aussi pénible. Oui. Après, entre celle qui a les patients et celle qui est dans le bureau climatisé à faire les papiers, c'est pas la même chose non plus. Tout à fait. Donc c'est bien, il faut bien reconnaître la pénibilité du travail. Oui. Ça, vous avez entièrement raison, et rémunérer davantage, qui plus est, comme on l'aborde depuis tout à l'heure, avec un système de capitalisation au bout d'un moment, pour que chacun ait l'impression d'un peu plus d'équité dans le système. Merci beaucoup, Sylviane, de nous avoir passé un coup de fil au 0826 300 300. On vous écoute, Jean-Baptiste Moreau. C'est sûr qu'entre infirmière libérale et conseiller bancaire, la pénibilité n'est pas les mêmes, ça on est bien d'accord, et donc le départ à la retraite ne peut pas être la même. Oui, c'est pénible, mais c'est pas pénible physiquement, et c'est pas toutes les routes. Après, infirmière libérale, c'est pas non plus le même salaire que maçon et autres. Donc effectivement, là pour le coup, ils ont la possibilité d'avoir une part de capitalisation qui leur permettra aussi de partir plus tôt. Parce qu'infirmière libérale, honnêtement, dans des territoires ruraux, c'est pas mal payé. Faut pas dire n'importe quoi non plus.
On continue d'écouter nos auditeurs au standard au 0826 300 300. Je l'avais dit, la retraite c'est toujours un gage d'efficacité. Bonjour Fabrice. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous Fabrice. Vous avez enfilé la robe d'avocat d'une certaine manière, un peu comme Najwa, et vous voulez défendre les seniors, c'est ça ? Tout à fait. Je rebondis un petit peu sur votre auditrice juste avant. Un maçon, un carreleur n'a pas la même carrière que quelqu'un qui est dans les bureaux. Par contre, je voudrais intervenir aussi sur le fonctionnaire. Moi, je suis fonctionnaire, je suis sapeur-pompier professionnel depuis 1990. Et donc, j'ai 36 ans et là, 9 mois de service. 36 ans et oui, presque 9 mois de service. Et donc, je pense que ma retraite, je l'ai largement méritée. J'ai cumulé depuis que je travaille 180 trimestres. J'ai actuellement 56 ans et 8 mois. Et donc, je n'ai pas le droit de partir à la retraite parce que malheureusement, je n'ai pas l'âge légal. Alors, je suis épuisé, donc j'ai demandé à mon épouse, je démissionne, je m'en vais. Je quitte la profession parce que j'en ai assez. Et je rebondis quand j'entends des choses, ça m'hérisse le poil d'entendre que les fonctionnaires, en gros, ils sont pas très fatigués. Aller tenir une lance. J'ai dit, Fabrice, si on est totalement honnête, mon propos étant de dire les fonctionnaires dans les bureaux. J'ai insisté sur dans les bureaux. Maintenant, mais vous avez raison d'appeler. 2, Fabrice, il y a aussi un sujet, quand vous êtes sapeur-pompier, etc. Je veux dire, votre profession n'a quand même pas aidé, n'a quand même pas été aidée par les politiques ces dernières années. Je crois que votre rémunération est extrêmement faible. Quand vous cotisez pour la retraite, c'est scandaleux. Quand on est sapeur-pompier volontaire, je vous parle même pas, ça frôle le bénévolat. C'est n'importe quoi votre profession. Pardon, Fabrice. Malheureusement, j'y suis pour rien. Je suis rentré dedans par passion. J'étais policier avant. Non, bien sûr. Non, mais il faut reconnaître ce que je veux dire, Fabrice, c'est que en plus, un peu comme certainement les gendarmes et les policiers, votre profession a porté un lourd fardeau comment je pourrais dire ça, d'inactivité politique aussi pour améliorer vos conditions. C'est ce que je veux dire. Non. Oui, peut-être, mais je m'engage pas sur le terrain politique, mais en gros, ce que je pense, c'est que tout n'est pas pris en compte chez nous. Par exemple, on a des spécialités qui nous permettent de cumuler, mais de l'argent, mais pas du temps. Et on a aussi le bénéfice de 5 ans de départ anticipé qu'on surcotise. Faut bien le dire aux auditeurs qu'en fait, quand le pompier il part à 57 ans, eh bien tous les mois, on lui prélève 2% de plus sur sa fiche de paie pour qu'il puisse partir à l'âge de 57 ans. C'est pas gratuit. Oui, bien sûr. Bien sûr, mais on entend, et vous avez eu raison de passer ce coup de fil, Fabrice, pour rappeler, la réalité de votre métier de sapeur-pompier, de corriger, et je confirme que sur les fonctionnaires, dans les bureaux, il est évident que tous ceux qui sont fonctionnaires et qui galèrent sur le terrain, je veux dire, ça n'est pas du tout la même chose, et il est en question de ne pas parler de pénibilité. Sur la prise en compte de la pénibilité, on est nul. Enfin, François Hollande avait essayé de créer une espèce d'usine à gaz, parce que tout le monde avait voulu y mettre sa pièce, et du coup, ça aboutit à ne plus prendre en compte la pénibilité. C'est un vrai problème. Effectivement, sapeur-pompier, c'est normal de partir à tête à 57 ans. Même quand on voit qu'on a supprimé il n'y a pas très longtemps les avantages qu'il y avait lorsqu'on pouvait partir en retraite ou les trimestres supplémentaires pour les jeunes sapeurs-pompiers volontaires, on a quand même des réflexions bas de plafond dans ce pays. En tout cas, ça vous a fait réagir. On aura l'occasion d'en reparler sur le sujet de la retraite au 0826 300 300. Comme tout le monde a eu, on va dire, un peu le sentiment d'avoir été énervé, on va adoucir l'atmosphère avec un t-shirt qui fait la polémique. Je pensais même pas que c'était possible, qui plus est dans ce pays. Il y a un t-shirt, il y a eu un rassemblement festif dans le Var, et il y a un groupe de potes, visiblement de mecs, qui ont eu la bonne idée de porter ce t-shirt. Une femme, c'est un peu comme une prise Jack. Si tu l'enfonces correctement, t'as le son qui va avec. Ouh là là, que c'est choquant. Figurez-vous que c'est choquant au point qu'une enquête a été ouverte quand même et que ça remonte au terrain politique avec des associations même qui disent mais comment ça, c'est typiquement ce qu'on appelle de l'agression sexiste et sexuelle. Rien que ça. 0826 300 300. Est-ce qu'on a encore le droit d'être beauf dans ce pays? J'espère bien. Tout de suite. Sud Radio. Ça s'est passé dans le Grand. Les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. C'est la dernière du mois de juillet, amis auditeurs, et on est ensemble jusqu'à midi. 0826 300 300. On va s'intéresser à un t-shirt. Et oui, non, vous entendez bien, un t-shirt avec une blague dessus qui dit une femme, c'est un peu comme une prise Jack. Si tu l'enfonces correctement, eh bien, t'as le son qui va avec. Ça vous fait peut-être rire, un peu jaune. Je sais pas, moi, en tout cas, ça m'a fait marrer. La question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on a encore le droit d'être beauf dans ce pays? Vous allez comprendre pourquoi. Parce que la justice y est intéressée. Il y a eu, sous l'impulsion notamment d'associations, d'un collectif, notamment, qui s'appelle Printemps de
d'éducation contre les discriminations et le racisme qui a dénoncé, je cite, un message banalisant les violences sexistes et sexuelles. Résultat, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous croyez qu'il s'est passé quoi ? Eh bien que la justice s'y est vraiment intéressée, puisque précisément la procureure de la République de Nîmes, dans un communiqué, a expliqué avoir saisi la commandante de la compagnie de gendarmerie du Vauvert, au fin qu'une enquête soit diligentée du chef d'injure publique en raison du sexe. Et alors, puisque la blague ne peut pas s'arrêter jusque-là, on va considérer que quand même cette infraction, elle est punissable d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Et on peut aller un peu plus loin en disant que, évidemment, tout cela a provoqué des réactions politiques, le maire, même le sénateur qui a jugé le message inadmissible. Écoutez, parce que ce sera la fin de la blague, peut-être encore plus drôle que le message sur le t-shirt. Je condamne avec la plus grande force de telles attitudes et je regrette le silence pesant de certains élus du secteur. On le refait juste pour un t-shirt qui dit « Une femme, c'est un peu comme une prise Jacques, si tu l'enfonces correctement, t'as le son qui va avec ». Amis auditeurs, est-ce qu'on a encore le droit d'être beauf dans ce pays ? 0826 300 300 autour de la table, réaction. Je vois déjà Amaury brûler. Le crime contre l'humanité n'est pas loin. Je pense. C'est une blague. C'est une blague bien française, d'ailleurs c'est de l'humour français. C'est absolument grotesque. Enfin, c'est une question de liberté d'expression, évidemment. Ça me rappelle, d'abord, moi, ça m'a fait un peu sourire, je le reconnais. Ça me rappelle les sketchs de Bigard ou d'humoristes pratiqués depuis des années. Et par ailleurs, je n'ai pas vu beaucoup la justice ni les autorités politiques s'élever depuis 30 ans pour dénoncer des paroles autrement plus sexistes dans des chansons de rap, par exemple. Donc la vérité aujourd'hui, c'est qu'on s'en prend toujours aux mêmes, c'est-à-dire aux petits blancs ruraux qui ne font que la fête, qui se font plaisir et qui ont le malheur d'exercer leur liberté d'expression. La justice n'a pas mieux à faire en ces temps troublés, dépassés. Moi, le fait que la procureure fasse un communiqué de presse, parce que communiqué de presse, ça a au moins pris 1h30, 2 heures avec les collaborateurs, j'imagine, pour être sûr de peser les bons mots. Tout ça pour dire qu'une enquête avait bien été diligentée pour 4 mecs qui ont porté un t-shirt. Moi, ça comme dirait mon frère, ça m'aberre. Moi, je vais vous dire, l'avocate, est-ce que vous pourriez plaider pour ces jeunes gens, Najwa ? Peut-être ? Oui. Oui, on fait un appel. Et pourtant, je vais vous dire que je suis féministe. Moi, j'ai lu les propos tenus dans ce t-shirt. Mais c'est sûr que c'est une blague de très très mauvais goût. Mais de là à saisir la justice pour cela, vous avez tout dit. La justice, elle a d'autres chats à fouetter. Elle est débordée. Et honnêtement, ces jeunes auraient frappé à ma porte. J'aurais défendu la liberté d'expression. Voilà. Je vais vous dire, on est maintenant dans une autre époque. On est dans l'époque du hashtag MeToo. Hashtag MeToo. Alors oui, il y a des vraies victimes. Mais justement, ce type de comportement, ça relativise les vraies victimes. C'est ce que j'allais dire. Les vraies victimes, c'est autrement qu'une blague, voyez, de mauvais goût. Donc moi, j'aurais défendu la liberté d'expression. Et j'ai envie de vous dire, si une association féministe avait toqué à la porte de mon cabinet pour dire on dépose plainte contre ces jeunes, j'aurais dit rigolé. Oui, moi j'aurais dit franchement. Ça c'est peut-être plus drôle que le t-shirt. Oui, non, honnêtement, j'aurais dit non, mais je prendrai pas votre dossier parce que ça va se terminer par un avis de classement vraisemblablement. Parce que je vous dis, on peut plus rire de tout dans ce pays. Souvenez-vous le film des valseuses, les valseuses de Bertrand Blier. Sorti en 1974. On pourrait pas rire des violences. Alors je dis pas que tout est bien, c'est pas ça. Mais maintenant, vous ne pouvez plus rire de tout. Non, mais même au-delà de ça, des proches Coluche, ils seraient en prison tous les jours aujourd'hui. Enfin, je veux dire, parce qu'on était quand même dans ce type de blague grivoise, que ce soit Coluche, mais même des proches de façon un peu plus littéraire, on va dire. Mais ils étaient à fond là-dedans. Et le problème, c'est aujourd'hui, c'est SOS, je suis une victime.com permanente et la France des Caliméros, quoi. Enfin, je veux dire, il y a un moment, oui, la blague est pas drôle, oui, c'est nul. Oui, sans doute, voilà, ça, mais on a tous été étudiants, on a tous fait ce genre de blagues à la con. Voilà, c'est pas dramatique à condition que ce ne soit que des blagues et que derrière il n'y ait pas les comportements qui vont avec. Mais honnêtement, je pense que la justice a effectivement d'autres chats à fouetter aujourd'hui et d'autres choses prioritaires pour la gendarmerie que d'aller enquêter sur un t-shirt, quoi. Franchement. Ce qui est grave aussi en parlant de la justice, c'est que c'est la procureure qui s'est saisie de l'affaire, qui a saisi d'ailleurs la gendarmerie avec enquête. Enfin, le parquet en France représente la société. Il est censé défendre les intérêts de la société. Dans cette affaire, les intérêts de la société, c'est de défendre la liberté d'expression. Donc le fait même que le parquet se saisisse,
C'est absolument scandaleux. Cette affaire aurait dû être jetée à la poubelle en 5 minutes. Prise Sokol. Moi, je vais être un petit peu plus nuancé que vous. On est rentré dans l'ère de la censure moralisante. Là, je partage complètement votre analyse et que l'époque de Desproges et de Coluche n'est pas de ce début du XXIe siècle. Il y a un contexte local et puis il y a un contexte national. Et je pense qu'il faut aussi prendre en compte le contexte national. Alors, je vais me faire répéter, mais il y a 146 féminicides qui sont recensés en France chaque année, en 2025. Il y a plus d'une femme sur 2 qui est victime de violences sexuelles. Donc voilà, il y a ce contexte national aussi à prendre en compte et voir des t-shirts comme ça par rapport à ce contexte national qui est très lourd avec différentes affaires sociétale, judiciaire, est-ce qu'on peut vraiment le mettre sur le même plan? Parce que c'est ce que j'allais dire. C'est les 146 victimes, on y pense tous les jours. Moi, j'adorerais savoir que l'État est réellement préoccupé et qu'on n'apprenne pas dans un cas sur 3 que la plainte n'a pas été prise, que la victime n'a pas été prise au sérieux. L'affaire Liana, regardez, le parquet dans l'affaire Liana, mise en cause dans un rapport officiel du gouvernement. Bon voilà, tout est dit. Moi, j'aurais préféré en effet que les femmes réellement victimes de violences conjugales, avec un impact sur les enfants, parce qu'on oublie souvent les enfants, parce qu'on parle des violences conjugales qui ont automatiquement un impact sur les enfants. Donc je l'ai déjà dit. Mais moi, j'aurais préféré qu'il y ait des véritables enquêtes plutôt qu'on invite à dire bon non mais madame, on va pas prendre votre plainte, vous faites une main courante. Non, une main courante, elle sera jamais traitée. Et heureusement que les choses ont évolué, puisque quand Marlène Schiappa s'occupait du droit des femmes, les mains courantes sont automatiquement rejetées. Maintenant, c'est automatiquement une plainte qui est prise en considération dès qu'il y a des violences conjugales. Donc moi, je préférerais, plutôt qu'on traite un t-shirt, les propos d'un t-shirt, ça me donne envie de le commander. Où la blague est grivoise. Oui, la blague est grivoise. J'aurais préféré qu'on traite vraiment des plaintes où il y a des vraies violences conjugales. Oui, c'est sûr. C'est un enjeu politique et judiciaire extrêmement et sociétal extrêmement important. Après, il y a une autre dimension politique. Alors, je veux pas extrapoler, mais qui arrive aux États-Unis, c'est le masculinisme. C'est-à-dire que c'est le retour d'un mouvement. C'est marginal. Mais peut-être que cette affaire peut s'inscrire aussi dans ce retour au masculinisme. Voilà. Après, il y a eu même un rapport. Il y a même eu un rapport, je crois, du Sénat sur le masculinisme. Absolument. C'est la première menace en France. Devant l'islamisme, devant le terrorisme, devant le narcotrafic, c'est une évidence. C'est sûr. Après, c'est en réalité quelque chose d'assez intéressant, notamment quand on fait des comparaisons. Je pense à certains humoristes aujourd'hui. Je pense à Gaspard Proust, par exemple, qui on peut pas le soupçonner d'édulcorer quand même ses spectacles, son langage ou ses blagues. Est-ce que vraiment on ne peut plus le faire, ou est-ce que précisément on est rentré dans un tel mécanisme d'autocensure? Je pense par exemple aussi à Jérémy Ferrari, dont les spectacles sur scène ne sont pas si édulcorés que ça, sur des sujets aussi tendus. Son premier spectacle, c'était sur la religion. Est-ce que c'est pas nous qui nous convainquons que nous sommes plus en capacité d'entendre ça, et que par exemple, même sur de la grivoiserie, ou même, allez, soyons fous, sur de la grossièreté, rappelez-vous Tex sur France 2, sur une mauvaise vanne qu'on avait tous entendue, c'est quand même fait renvoyer. Donc est-ce qu'on n'a pas aussi un sorte de mécanisme où on adore se répéter que Coluche aimerait plus exister, alors qu'en fait, bon... Non, la majorité, vous feriez un sondage sur cette affaire, vous auriez 80%, au moins 80% des Français qui trouveraient ça scandaleux. C'est le pouvoir de minorité via des associations très souvent subventionnées. D'ailleurs, dans cette affaire, c'est à nouveau une association, je crois, qui est montée au créneau, qui fait sa loi et qui impose ses dictates à la majorité silencieuse. Et Jean-Baptiste Moreau, sur ça, est-ce que la France vraiment pourrait aujourd'hui ne plus supporter un Coluche ou un Desproges ou un Bedos ou autre? Je suis d'accord que c'est une minorité, mais c'est une minorité extrêmement agissante. Enfin, je veux dire, des Desproges ou des Bedos, aujourd'hui, ils auraient sans doute des manifs à tous leurs spectacles pour expliquer que c'est des sales machos ou des sales misogynes, quoi. Non, alors, mais à part les cas où il y a des violences avérées de la part de certains artistes, c'est encore autre chose. Encore autre chose. Oui. Mais ne serait-ce que sur le ton de l'humour, mais même des Jérémy Ferrari, on voit bien qu'ils sont régulièrement mis en cause. Alors pas forcément judiciairement, mais on a des associations qui vont à l'entrée des spectacles expliquer qu'il faut pas aller les voir, quoi. Enfin, chacun est libre d'aller les voir ou de pas aller les voir. D'ailleurs, on sait à peu près le contenu du spectacle. C'est ça qui est fou, quoi. Et puis vous avez des sujets autorisés et d'autres qui ne le sont pas. C'est-à-dire qu'on peut taper gentiment sur les blancs, on peut taper gentiment sur les cathos, sur la religion. Pas toutes les religions. Attention, faire attention. Donc voilà, vous avez des humoristes et on le voit très bien qui sont obligés aujourd'hui de
s'auto-censurer sur certains sujets, ce qui n'était pas le cas il y a plus de 30 ans. Vous avez des humoristes, et j'ai une forte pensée pour mon ami Sophia Aram, qui vivent aujourd'hui sous protection parce que aujourd'hui elle est menacée de mort par un certain nombre de personnes. Tout à fait. On parlait tout à l'heure dans ce réjouissant contexte des valseuses. Il est hors de question qu'on se quitte sans en écouter un petit extrait quand même. Mais maintenant, où on va maintenant? J'en sais rien, tu nous emmerdes. N'empêche que j'aimerais bien savoir où on va, comme ça. Simple curiosité. Mais il t'a dit qu'il en savait rien, que tu l'emmerdais, alors... Te fais pas de soucis, vieux. Dans la vie, tout s'arrange. Il n'y a jamais de vraie raison de se biler. Ils peuvent pas nous faire un trou au cul, on en a déjà un. On va quand même pas rouler comme ça, droit devant, sans savoir où. Jusqu'à ce que le réservoir soit vide. Pourquoi pas? Tu te sens pas un joueur? On n'est pas bien? Si. Paisible. À la fraîche. Décontracté du gland. Et on bandera quand on aura envie de bander. C'était Les Valseuses, un film sorti en 1974, évidemment pensée extraordinaire pour les trois acteurs qui sont dans cette voiture au milieu du film. Il y a l'actrice Miu Miu, je crois, c'est Patrick Devers à côté de Depardieu qui conduit, et il y a des dialogues absolument mythiques. Je crois que même l'ouverture du film qui commence là sur le coup par une vraie scène de violence, je crois que c'est Depardieu qui met une grosse tarte à Miu Miu. Il faut d'ailleurs revoir ce film, et une pensée, puisqu'on évoquait tranquillement un trajet en bagnole pour tous ceux qui nous écoutent, peut-être pour ceux qui ont la chance de partir bien entendu vers leur lieu de vacances. 11h47, après ce bon vieux Blier qui nous manque, là aussi on va aborder pour la dernière partie de cette émission les coups de cœur et les coups de gueule des uns et des autres. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. 11h50 sur Sud Radio, dernière ligne droite pour nos débatteurs avec autour de la table ce matin Najwa El Haïté, Brice Sokol, Amaury Brelet, Jean-Baptiste Moreau. On va s'intéresser donc aux coups de cœur et aux coups de gueule des uns et des autres. Et tiens, je vais commencer par Brice. C'est quoi? C'est un coup de cœur? C'est un coup de gueule? Je crois que c'est un petit coup de cœur. Non, c'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur. On a tous suivi, notamment à Saint-Gaudens, la fermeture programmée de Fibre Excellence. Oui. Cette société, c'est plus de 3000 personnes qui travaillent. Et que Mathieu Pigasse a voulu racheter avec l'argent public. Son offre a été rejetée. Et hier, le tribunal de commerce de Toulouse a accordé un sursis parce que vous avez un groupe familial qui est le groupe Soprema, qui possède plusieurs usines, qui pourrait reprendre cette usine. Et moi, je voudrais souligner notamment le travail de l'ensemble des pouvoirs publics, pour une fois, du ministre Roland Lescure et surtout de Carole Delga, la présidente de la région, qui ont pu travailler ensemble et qui ont fait un travail remarquable, puisque la région sera partenaire aussi du groupe Soprema, si jamais le tribunal donne son accord pour reprendre cette usine, dans le cadre de fonds souverains. Donc je trouve que quand on veut, dans ce pays, on peut, quand il y a une volonté politique à la fois nationale et locale, territoriale, je pense que c'est à souligner, parce que si on peut sauver ces emplois à Saint-Gaudens, ce sera grâce à l'État et grâce à la région. Réaction de l'ancien député Jean-Baptiste Moreau. Non, mais c'est vraiment important. C'est vraiment important, parce que c'est vrai que 200 salariés sur un territoire que je connais bien, qui est celui autour de Saint-Gaudens, c'est hyper important, et c'est vrai que ce soit Roland en tant que ministre ou Carole Delga se sont accordés pour avoir un projet industriel sérieux et une reprise sérieuse du site, parce que c'est pas tout de reprendre le site, c'est qu'il y ait un maximum de salariés qui soient repris et que ça soit périn dans le temps, parce que les initiatives médiatiques d'un futur peut-être candidat à la présidentielle qui veut racheter, comme en bonhomme de gauche, de la gauche moralisatrice, qui veut racheter une entreprise avec de l'argent public, mais surtout pas en investissement de moins de centimes, ça va 5 minutes. Mais Mathieu Pigasse, le donneur de leçons permanent, qui sait surtout travailler avec l'argent des autres, voilà, je supporte pas ça. Et Soprema est un groupe familial, français. En plus, là, c'est une vraie reprise avec un vrai groupe industriel. Absolument. Jean-Baptiste Moreau, j'ai bien senti qu'il y avait une volonté de parler. Je vous laisse pour votre coup de gueule. Non, mon coup de gueule, il fait suite à mon coup de gueule d'hier, en fait, qui était sur l'agriculture, où les écolos. Comme une série. Voilà, moi, je fais une série. Non, après les écolos qui expliquent aux agriculteurs comment il faudrait qu'ils travaillent, et que les grands agriculteurs c'est moche et il faut que des petits agriculteurs en vision style Martine à la ferme. On a la même chose sur la sylviculture, c'est-à-dire sur l'entretien des forêts, où les écolos expliquent à longueur de temps qu'il faut pas de coupe rase, qu'il faut pas entretenir les forêts. Et vous avez l'association Canopée qui vous explique matin, midi et soir qu'il faut laisser les
forêts se développer toutes seules, laisser les arbres morts et tout ça. Elles n'ont pas besoin, je cite, de l'intervention de l'homme. Voilà, ben juste c'est le meilleur moyen de propager des feux gigantesques. Il faut savoir, alors ils ont critiqué la forêt des Landes en expliquant que c'était une forêt à visée capitaliste qui était faite juste pour satisfaire une demande en monoculture de pin. Alors le pin maritime au bord de la mer, ça me semble pas complètement idiot. Il faut savoir que non, vous le dites, il y a voilà. Et il faut savoir que ces plantations, elles remontent à Napoléon quand même. Hein. C'est-à-dire qu'on est loin de la société capitaliste et libre-échangiste de l'époque. À l'époque, c'était des marécages dans les Landes, essentiellement. C'était invivable pour l'humain parce que c'était sanitairement dégueulasse. Il y avait des moustiques partout, donc plus personne n'y vivait. Hugo Clément, il n'irait pas passer tous ses week-ends à Biarritz si les Landes ressemblaient à ce qu'ils ressemblaient au 19e siècle, c'est-à-dire des marécages gigantesques. Napoléon a investi énormément pour drainer ces milieux-là et ils ont planté des forêts dessus parce que à l'époque il y avait une demande de bois pour le papier, pour les meubles et donc ils ont planté des pins effectivement, mais au 19e siècle et pas en 1995 ou comme j'ai lu ou j'ai vu de certains écolos. Donc il y a une vraie cohérence. Sans doute qu'il faut changer avec le changement climatique. Il y a des choses à faire. Il va falloir des retenues d'eau, des méga-bassines. Hein, voilà. Il va falloir pour justement et des coupes rases pour permettre de faire des coupures dans la forêt pour éviter qu'effectivement les feux parcourent des milliers et des milliers de kilomètres à cause de cette trop grande continuité. Mais c'est pareil, on va restaurer des zones humides. Il faudra des agriculteurs pour s'en occuper. Hein. C'est pas Marine Tondelier qui va aller élever des chèvres là-bas sur les zones humides. Si seulement. Najwa El Haïty, votre coup de gueule, je crois. Coup de cœur et coup de gueule. J'aimerais vous parler d'un ouvrage qui s'appelle Crime sans châtiment. D'ailleurs, je vous l'offre. Ça c'est très sympathique. Je prends. Oui, je pars en vacances, je manquais d'un peu de lecture. Voilà. C'est un ouvrage collectif qui vient de sortir et qui rappelle l'assassinat de Sarah Halimi. Ça va faire 9 ans. Et en avril 2017, je rappelle rapidement les faits, elle a été tuée dans son domicile parisien parce qu'elle était juive. Et l'auteur des faits a été déclaré pénalement irresponsable. Donc souvenez-vous le débat qui a eu lieu à la suite de cette irresponsabilité pénale, ça a même fait évoluer la loi pénale, et heureusement. Parce que, pourquoi il a été considéré comme irresponsable pénalement ? Parce que les juges ont estimé que son discernement a été aboli. Suite à sa consommation massive de cannabis. Pourquoi ce livre est aussi un coup de gueule ? Parce que il ne vous a pas échappé la montée de l'antisémitisme dans notre pays, des artistes qui ne peuvent plus se produire, des crimes ignobles comme celui de Sarah Halimi, et cet ouvrage collectif, donc il y a 300 contributeurs dont je fais partie, qui oui, c'est plus que de la promo au regard du contexte d'aujourd'hui, où voilà, c'est un coup de gueule parce que défendre la lutte contre l'antisémitisme, c'est pas défendre une communauté contre une autre, c'est défendre notre cohésion sociale, notre état de droit aussi, parce que quand il y a des crimes aussi ignobles et qu'on dit circuler, il y a rien à voir, ce n'est pas un crime antisémite, on peut s'interroger. Donc voilà mon coup de gueule et à la fois mon coup de cœur. On le rappelle donc, le titre du livre, Crime sans châtiment, Sarah Halimi, 9 ans après de la passion antisémite au meurtre, et c'est aux éditions David Reynard. Merci beaucoup ma chère Najwa. On termine par vous, Amaury Bollet, coup de cœur ou un coup de gueule ? Les deux, mais surtout un coup de cœur. Un coup de cœur pour mon confrère Jean Quatremer, qui a décidé, malgré lui, de quitter la rédaction de Libération, poussé dehors par la direction après 40 ans de bons et loyaux services. Je suis pas vraiment un fan sur la ligne idéologique de Jean Quatremer. C'est un pro-européen forcené, mais il a au moins le bon goût d'être pro-israélien à mes yeux, et surtout d'être un anti-gauchiste primaire. Malheureusement, cette affaire, elle n'est pas anecdotique, elle en dit long sur la dérive radicale de la gauche en France, et notamment de sa presse, Libération en l'occurrence, qui était autrefois prétendument un journal libertaire et qui est devenu aujourd'hui un torchon islamo-gauchiste. Elle en dit long aussi sur le courage qu'ont certains de ces journalistes à gauche encore de dire les choses, de qualifier les combattants du Hamas de terroristes, de soutenir Israël face aux islamistes et face à l'Iran, et de s'élever comme des voix libres dans ce paysage médiatique de plus en plus corseté. Et je crois que Jean Quatremer rebondit
rebondit d'ailleurs dans les bonnes pages désormais du journal Libération. Merci à tous d'avoir participé à cette exactement dans le journal Marianne, pas du tout Libération. En effet, vous avez eu raison de me reprendre décidément. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Najwa El Haïté, on le rappelle, docteur en droit public et auteur de Maître, sortez-moi de là, et donc du livre aussi à embarquer peut-être si vous voulez vous intéresser à cette affaire durant l'été. Crime sans châtiment. Brice Sokol, politologue et essayiste. Amaury Brelet, journaliste, et Jean-Baptiste Moreau, porte-parole du think tank Agriculture Stratégie, ancien agriculteur, ancien député. Je vous remercie. Je vous souhaite une belle journée. Merci bon courage pour ceux qui partent en vacances et au plaisir de vous retrouver ici ou ailleurs. Il est 11h58. Dans un instant, la libre antenne, vous le savez, on continue à suivre très attentivement ce qui se passe du côté de la Gironde, les conséquences économiques, les conséquences humaines, avec des communes qui ont eu le droit, on va dire, de rouvrir leurs portes, est-ce qu'on peut le dire ainsi, avec aussi des témoignages de ceux qui rentrent dans leur commune, qui ont tout perdu, ceux qui découvrent aussi qu'il y a eu des pillages, des cambriolages. On voit des collectifs de citoyens de plus en plus qui se forment, ou pour attaquer l'État, ou pour tout d'un coup demander quelques réclamations, tout simplement, qui forment maintenant des rondes pour tourner jour et nuit, pour éviter ce qu'on a entendu tout à l'heure, ce qu'un auditeur nous disait, vol de camions de pompiers et vol de tenues de pompiers. Donc on en est là aussi quand même dans ce pays. Et oui, Brice Sokol, c'est ça malheureusement la France aussi. Midi 30, c'est malheureusement aussi ça la France. Ce n'est pas que, on l'espère. 0826 300 300, à tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio.